Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons entamer ensemble le tout premier épisode du second récit, intitulé Comme un goût de vengeance. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans mon histoire. Milan. Tu dormiras 1000 ans, c'est ton châtiment. Trop de sang a coulé, trop de vies ont été gâchées par ta furie. La chute de ton royaume sera ta pénitence. Accepte ton sort, tu n'as plus le choix. Non, c'est impossible. Je suis immortelle, je suis toute puissante, Somnum. Mes yeux s'ouvrent subitement sur l'obscurité. La soif a rendu ma gorge aussi rêche que du papier de verre. Je lève une main tremblante vers mon visage, puis mes cheveux. Eux aussi semblent desséchés. Les flashs de cette fameuse nuit me reviennent. Milan, mon domaine, mes suivants, que sont-ils devenus ? Maudit soit ce chasseur. Je continue de faire courir mes mains autour de moi. Je sens la douceur du bois sous la pulpe de mes doigts. Au moins, j'ai été préservée dans de bonnes conditions. Je ne sens qu'une infime trace d'humidité dans l'air, ce qui me surprend. En 1000 ans, le bois aurait dû pourrir. Cela ne va pas me faciliter la tâche. Je frappe une première fois dans le couvercle qui me retient prisonnière sans parvenir à l'entamer. Frustrée, je frappe à nouveau, plus fort. Un faible craquement me donne de l'espoir. Je martèle encore et encore le cercueil. Je sens la peau de mes jointures se fendre, mes os se briser avant de se reconstituer lentement, trop lentement, pour s'abîmer de nouveau sur la surface dure. Peu à peu, des éclats de bois tombent sur ma robe. Au bout de plusieurs minutes éreintantes, mon poing finit par traverser. À ma grande surprise, je ne sens pas de terre. Aurait-on exposé mon cercueil ? Un témoignage de victoire face au monstre terrassé ? Je laisse retomber ma main un instant afin que mes blessures guérissent. J'ai été prisonnière de ce sortilège pendant 1000 ans. Quelques minutes de plus ne représentent rien. Et puis, le bruit ne semble avoir attiré l'attention de personne. Une fois que je bouge les doigts sans douleur, j'attrape des deux mains les bords du trou et commence à tirer, pousser, arracher. La moitié haute du couvercle est désormais en charpie, mais je comprends bien vite que mon calvaire n'est pas terminé. Le bois a laissé place à la pierre. L'espace est exigu, mais je peux au moins me redresser sur les coudes. Je prends le temps d'observer, et malgré l'obscurité, j'arrive à distinguer ce qui m'entoure. Le sarcophage de pierre, contrairement au cercueil, ne semble pas scellé. Je tente de le faire bouger et un peu de poussière glisse de l'interstice. C'est bon signe, mais il va falloir que je libère mes jambes. Je m'attaque à nouveau à ma prison de bois, qui cède bien plus rapidement maintenant. Une fois libre, je place mon dos contre la pierre et commence à pousser, m'aidant de mes bras et de mes jambes. Mes articulations protestent sous l'effort. Alors que je sens mes vertèbres se fêler, le couvercle de granit bouge enfin. Dans un dernier effort, j'arrive à le faire basculer sur le côté et l'entends s'écraser au sol. Je retombe à plat sur le ventre au fond de ce qui a été ma demeure durant des siècles. Puis ferme les yeux et laisse mon corps récupérer de ses blessures. Je sens chaque fibre se reconstituer, chaque os se ressouder, chaque articulation se remettre en place. Douce torture. Mais la lenteur de ma guérison m'indique une fois encore l'état d'affaiblissement dans lequel je suis. J'ai besoin de me nourrir. À nouveau capable de me mouvoir, j'attrape le bord du sarcophage et tente de l'enjamber. Je m'empêtre dans ma longue robe et manque de basculer la tête la première avant de me rattraper de justesse. Autour de moi, tout est toujours sombre, mais je reconnais avec surprise le lieu qui a accueilli mon bannissement. Une crypte secrète, à 1 ou 2 kilomètres de ma demeure. Cachée dans les entrailles de la terre, elle n'est accessible que par bateau. Je m'avance avec lenteur dans la pièce, jusqu'à trouver une première porte. Ma main glisse sur la paroi et un déclic se fait entendre. Je pousse alors la porte de pierre qu'aucun humain n'aurait la force de déplacer seul. À peine est-elle ouverte qu'une légère odeur d'iode vient envahir mon nez et ma gorge. L'écho lointain des vagues me guide dans le dédale de couloirs et de boyaux sans issue pour la plupart.
Je franchis ainsi plusieurs portes. La sécurité avait été ma priorité quand j'avais fait construire cet endroit, à tel point que je m'étais assurée que le constructeur et sa famille ne puissent jamais témoigner de l'existence de ce lieu. Tandis que je poursuis ma progression, je me demande qui a songé à me laisser reposer ici. Nous n'étions que 3 à connaître ce sanctuaire. Moi, Andrei, mon plus fidèle serviteur, et Dragos, l'amour de mon éternité, mon consort. Lorsque son nom traverse mon esprit, un flash m'assaille soudainement et ma gorge déjà douloureuse se serre. Je revois le corps décapité de mon aimé, le cœur transpercé d'un pieu, en train d'être dévoré par les flammes qui nous encerclent. Face à moi, le visage du chasseur est grave, mais la haine qui brille dans son regard ne laisse que peu de doute sur ce qu'il va se passer ensuite. J'étais alors à l'apogée de ma puissance. J'étais immortelle. La rage qui m'habitait à l'époque m'envahit de nouveau et je serre les poings. Quand la rumeur de la présence d'un chasseur dans la région s'était répandue dans ma cour, je ne l'avais pas vu immédiatement comme une menace. J'aurais dû le traquer sur le champ. Mais j'étais trop confiante, trop ivre de mon propre pouvoir. Mon Dragos était mort à cause de ma suffisance et de mon aveuglement. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je m'étais absentée pour régler quelques affaires avec Andrei et laisser mon domaine sans réelle protection, persuadée que personne n'oserait s'y aventurer. Sur le chemin du retour, j'avais acheté un cheval et pris les devants, laissant mon serviteur ramener notre carriole chargée de marchandises, trop pressée de retrouver mon bien-aimé, inconsciente de la macabre découverte qui m'attendait. Je secoue la tête dans une vaine tentative de chasser ces images qui me hantent, le cœur plein de haine. J'exterminerai la lignée de ce maudit humain si le temps ne s'en est pas chargé à ma place. Lorsqu'il m'a plongé dans ce sommeil de 1000 ans, il a dû me laisser en proie aux flammes, pensant ainsi s'être débarrassé de moi. Ce doit être Andrei qui m'a trouvé à son retour. Dragos mort, ma cour exterminée, il ne reste que lui. Perdu dans mes pensées, je ne vois pas le temps passer, et bien vite je me retrouve nez à nez avec le dernier obstacle vers la liberté. Je déplace le rocher et devant moi s'étend une superbe grotte avec un accès direct à la mer. Je regarde autour de moi et ne trouve aucune embarcation. Je pousse un soupir. Il faudra donc nager. Ma progression est difficile. Le courant autour de la grotte est fort et mes vêtements gorgés d'eau me ralentissent. Mais la volonté qui m'habite m'interdit de faiblir. Je nage encore et encore en longeant les falaises. Au bout d'interminables minutes, j'entends un bruit étrange que je ne reconnais pas. Une espèce de barque est visible à l'horizon, mais à ma grande surprise, elle n'a pas de rame ou de voile. Elle est juste terriblement bruyante. J'ai dormi si longtemps. À quel point le monde a-t-il pu bien changer ? J'appelle à l'aide, me faisant passer pour une faible femme en détresse, si cela peut me permettre de rejoindre la côte plus vite après tout. L'embarcation approche. Un homme seul à son bord. Il semble inquiet. Je prends un air désespéré. « Je vous en prie, au secours !»« Vous inquiétez pas, ma petite dame, je vais vous sortir de là. » Enfin, à ma portée, je m'agrippe à l'embarcation et l'homme m'extrait de l'eau dans ses bras puissants. Une fois à bord, je feins de tousser et de frissonner. Bien que la seule chose qui m'obsède à cet instant précis, c'est de plonger mes crocs dans sa gorge et de m'en repaître. Mais il m'est encore utile. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne cette barque. Juste un peu de patience. Eh ben, comment que vous êtes arrivé là ? En pleine nuit en plus ? Vous avez de la chance que je sois sorti pêcher la sèche, s'exclame-t-il en se claquant la cuisse. Je suis tombé de la falaise. Un miracle que vous soyez encore en vie alors. Vous étiez un bal costumé ? Dommage, votre jolie robe en a pris un coup. Un bal costumé ? Oui, c'est bien ça. J'ai voulu aller me promener après la soirée et j'ai glissé. Vous pourriez me ramener à terre ? On doit me chercher. Ouais, bien sûr, vous allez air frigorifié. Il y a une couverture derrière vous, dit-il en désignant l'avant du bateau d'un coup de tête. Vous devriez vous enrouler dedans. J'accepte son offre, bien que le froid ne me dérange pas. Mais je dois rester dans la peau du personnage. Le trajet se fait dans le calme, si ce n'est le bruit terrible de ce qui semble aider le bateau à se déplacer. J'en profite pour réfléchir. Le pêcheur avait l'air surpris de ma tenue. Elle n'est donc plus au goût du jour. C'était pourtant ce qui se faisait de mieux à l'époque. D'ailleurs, en l'observant, je vois qu'il est enveloppé dans une sorte de matière jaune sur laquelle l'eau semble couler. Est-ce comme ça que les gens s'habillent désormais ? Je fais un rapide calcul mental pour savoir en quelle année je me trouve. La réponse me donne le vertige. Si mes calculs sont exacts et que le système de décompte du temps n'a pas changé, nous devons être dans le XXIe siècle à présent. Je dois en avoir le cœur net. Dites-moi, nous sommes bien en 2022 ?
Le 11 septembre 2022, je dirais même, dit-il en haussant les épaules. Minuit est passé. Vous avez des trous de mémoire ? Je voulais juste vérifier que j'ai bien repris mes esprits. J'ai eu peur de m'être cogné la tête dans ma chute, répondis-je d'un air penaud. Je comprends, vous inquiétez pas, on arrive. Je suis du regard son bras tendu qui me désigne une petite plage à une 50aine de mètres que je reconnais sans mal. Enfin, un sourire étire mes lèvres et je me retourne vers mon sauveur. Je me dois de vous remercier. Vous m'avez été d'une grande aide ce soir, lui dis-je avec un sourire reconnaissant. Oh, c'est pas grand-chose, hein ? Croyez-moi, c'est plus que vous ne le pensez. À peine ma phrase terminée, je me jette sur lui. Il se débat et parvient presque à me repousser. Mais plus son sang abreuve mon organisme et plus le rapport de force est déséquilibré. Très vite, il cesse de se débattre et je suis enfin repue. Me laissant retomber au fond de la barque, satisfaite, je caresse mon visage du bout des doigts. Ma peau est à nouveau douce et souple. Bien que mouillée, mes cheveux semblent eux aussi en meilleure santé. Ma gorge ne me brûle plus, ce qui est bon signe. J'essuie ma bouche du revers de la main, puis fais basculer le corps inerte du pêcheur dans l'eau avant de m'y plonger moi-même. Je fais lentement pivoter la barque et la repousse aussi fort que possible pour laisser le courant l'emporter au large. D'ici à ce qu'on retrouve le corps, les poissons auront déjà très certainement festoyé. Quant à moi, je serai enfin de retour à la maison, prête à accomplir ma vengeance. Est-ce que ce premier épisode vous a plu ? On ne peut pas dire que ce nouveau personnage soit à rentrer dans la catégorie des gentils. Mais si son histoire vous intéresse, venez découvrir la suite de Comme un goût de vengeance, vendredi 26 mai à 23h. Et pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram, Spotify et Google Podcast. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit et à vendredi prochain sur Late Night Stories.